Bonjour, je suis Philippe Sands, je suis l'auteur de Retour à Lemberg que j'ai publié en 2010. Je suis avocat, je suis professeur à l'Université de Londres et je vais parler un peu de mon nouveau livre, La filière, qui est publié cette année par Albin Michel. Dans les années 60, mon frère et moi rendions souvent visite à nos grands-parents à Paris, près de la gare du Nord. Nous comprenions que le passé était douloureux et que nous ne devions pas poser de questions. Leur appartement était un lieu de silence, hanté par les secrets, des secrets qui n'ont réellement commencé à être abordés que lorsque j'ai eu une cinquantaine d'années, suite à une invitation à donner une conférence à Lviv, en Ukraine. Venez parler de votre travail sur les crimes contre l'humanité et le génocide, disait-elle. Je suis allé à Lviv et les choses se sont enchaînées. J'ai découvert la maison où mon grand-père est né, en 1904. J'ai appris quel terrible événement s'y était déroulé, déclenché par un discours prononcé par Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée par l'Allemagne, par une chaude journée d'août en 1942. Ces mots ont exterminé la famille de mon grand-père, ainsi que des centaines de milliers d'autres. 4 ans plus tard, l'auteur de ce discours était pendu dans la cour du palais de justice de Nuremberg pour crime contre l'humanité. Un an après d'être allé à Lviv, j'ai fait la connaissance de Niklas, le fils de Frank, un excellent journaliste qui méprisait son père. C'est lui qui m'a présenté à Horst Arthur Wächter, le fils de Otto Wächter, un Autrichien, gouverneur de Cracovie, puis de Galicie, établi à Lviv, Lemberg. Wächter le père fut inculpé pour meurtre de masse, mais ne fut jamais capturé. Il mourut à Rome en 1949 dans des circonstances inattendues. Tu vas bien aimer Horst, m'avait dit Niklas, bien qu'il soit différent de moi. Il aime son père. Au printemps 2012, je fais la première de mes nombreuses visites à Horst, dans un château délabré du XIIe siècle, dans le village de Hagenberg, au nord de Vienne. Horst, qui a un peu plus de 70 ans, est affable et bavard, vêtu d'une chemise rose et de Birkenstock. Nous parlons, mangeons, buvons. Il parle des convictions nazies de ses parents, de son amour-propre pour sa mère Charlotte, une nazie jusqu'au dernier jour, chuchote Jacqueline, l'épouse de Horst, et d'une enfance d'abondance. J'étais un enfant nazi, dit-il, dans un sourire prénommé en l'honneur de la chanson Horst Wessel et de Arthur Seyß-Inquart, qui dirigea l'Autriche après l'Anschluss, était le parrain de Horst. Il ne veut pas dire qu'il aime Otto, explique-t-il. Je le connais à peine, mais c'est mon devoir en tant que fils de trouver le bien en mon père. Horst me montre des albums peuplés de photos en noir et blanc des années 1930 et 40, des images de vacances familiales sur un lac ou à la montagne, ponctuées de quelques croix gammées, d'un portrait de Hitler, d'une photographie obsédante d'un enfant dans le ghetto de Varsovie. L'album m'enseigne que les Wächter siégeaient à la table des plus hauts dignitaires nazis. Il semble y avoir une vaste collection de journaux, de lettres et d'albums remplis des souvenirs manuscrits de Charlotte. Je les verrai bien plus tard. Je pars après cette première visite, intrigué par Horst et ses documents. Mais je l'aime bien, comme Niklas l'avait prédit. Une année passe, je rédige un portrait de Horst et commence à écrire Retour à Lemberg, East West Street, dans le cadre d'une commande pour un documentaire de la BBC. Filmant dans les archives de Lemberg, Lviv, Niklas se demande tout haut si Horst est peut-être un nouveau nazi. Il reviendra sur cette accusation plus tard. Horst, contrarié, veut le répondre. Sois transparent, je lui suggère, lui signifiant clairement que je ne le considère pas comme un nazi. J'ai vu quelques pages du journal de sa mère
et une ou deux lettres, mais rien de plus des archives familiales. Donne tous les documents à une musée pour que d'autres puissent les examiner, je suggère. Cela semble d'être une collection exceptionnelle, retraçant la vie d'un couple d'éminents nazis de leur rencontre en 1929 jusqu'à la mort d'Otto 2 décennies plus tard. Horst offre les documents numérisés, ainsi rendus publics au United States Holocaust Memorial Museum à Washington, aux États-Unis. En voudrais-je une version? Quelques jours plus tard, une clé USB est laissée dans ma boîte aux lettres. 13 gigaoctets d'images numériques. 8617 pages de lettres, cartes postales, journaux, photographies, coupures de presse et documents officiels. La collection comprend les Erinnerungen, les mémoires de Charlotte, écrits pour Horst et les 5 autres enfants. Des souvenirs regroupés par période, 1938 à 42, 1942 à 45, etc. Il y a également des Tonbänder, des enregistrements sonores, 14 vieilles cassettes numérisées. Ils me permettent d'entendre la cadence d'allemande de Charlotte, méthodique et rythmée, haut perchée, anxieuse et, me semble-t-il, peu chaleureuse. Conversation avec Melita Wiedemann a-t-elle étiqueté une cassette de 1977, enregistrée à l'hôtel Four Seasons à Munich. On trinque, des toasts sont offerts, des opinions exprimées. Une véritable personnalité, s'exclame Charlotte à propos de Oswald Mosley. J'étais une fervente nazie, ajoute-t-elle. Moi de même, répond Frau Wiedemann, et je le suis toujours. Une grande époque, dit Charlotte. Hitler, lui, il était notre sauveur. Peut-être que les documents offriront des réponses aux questions qui émergent, alors que je me plonge dans le travail infâme du gouverneur Wächter à Cracovie et à Lemberg, et son rôle manifeste dans les souffrances qui ont accablé la famille de mon grand-père et tant d'autres. Qu'a-t-il fait exactement? Pourquoi est-il allé à Rome? Et qu'est-ce qui a causé sa mort à seulement 48 ans? Que savait Charlotte? Et quel soutien lui apportait-elle? Quel genre de relation avait-il? Le document, les dossiers est volumineux et principalement manuscrit. Charlotte, elle fascine et elle repousse. Née dans une famille de magnats de l'acier, dans la petite ville styrienne de Mürzuschlag, elle était, de son propre récit, une enfant difficile et rebelle, intelligente, sinon intellectuelle. Elle s'inscrivit comme étudiante à la Women's Academy and School for Free and Applied Art, où elle développa un regard artistique subtil, soutenu par des professeurs connus, tels que Joseph Hoffmann de la Wiener Werkstätte. Sa carrière était florissante. Les tissus qu'elle concevait se vendaient avec succès en Allemagne et en Grande-Bretagne. Grande sportive, elle se rendit à la station de ski locale de Schneeberg au printemps 1929, partageant son compartiment de train avec un étranger, un jeune avocat remarquable. Mon nouveau baron était grand, élancé, athlétique, avec des traits fins, de très belles mains, rapporta-t-elle. Il portait une bague en diamant sur le petit doigt de la main droite et avait une apparence noble que n'importe quelle fille remarquerait. Le 6 avril 1929, je suis tombée amoureuse du beau et joyeux Otto. Ils se firent la cour pendant 3 ans avant de se marier. Il obtint son diplôme et devint de plus en plus actif dans la branche autrichienne du parti nazi. Elle soutenait et encourageait ses positions politiques. Durant l'été 1934, Otto participa à une tentative manquée de coup d'État contre le gouvernement du chancelier Engelbert Dollfuss. Il fuit à Berlin et rejoignit la division criminelle de la Sicherheitsdienst, le SD, le service de renseignement de la SS
dans le même bâtiment que Adolf Eichmann. Il entra dans l'orbite de Heinrich Himmler, qui devint son patron. Charlotte le retrouva à Berlin en 1936 avec ses 2 aînés. 2 ans plus tard, en mars 1938, l'Allemagne s'emparait de l'Autriche. Ils purent rentrer chez eux. Chaque nazi a ressenti une telle joie à propos de ce miracle, rapporta Charlotte. Elle se rendit à Vienne pour préparer le retour de son mari, un moment de bonheur débridé. Malgré la tension et la fatigue, il était splendide. Il parvint au palais Hofburg à travers une foule parcourue d'une vague de joie spontanée et sincère. Seyss-Inquart, son épouse et de nombreux autres accompagnaient le Führer, qui grimpait lentement les marches du Hofburg jusqu'au balcon. Il se tenait à 1 mètre de moi, et je pouvais bien le voir et l'entendre. En bas des escaliers, après la joie, elle dit à Otto qu'il devrait accepter le haut poste offert par Seyss dans le nouveau gouvernement nazi, plutôt que de retourner à sa vie d'avocat. Cette décision changea leur vie, ainsi que celle de leurs enfants et petits-enfants. Et il s'avère a aussi été changée celle de ma propre famille. Les journaux intimes de Charlotte passent sous le silence l'essentiel des postes d'Otto. Secrétaire d'État à Vienne, gouverneur de Cracovie en Pologne occupée, et puis gouverneur du district Galicie à Lemberg. Il y a également la question du sexe. Le physique et le pouvoir d'Otto lui offrent de nombreuses opportunités, au grand désarroi de Charlotte. Pourquoi ne l'avait-il pas emmené à Budapest comme le charmant Hans Frank qui avait invité son épouse? Charlotte trouve des moyens de se venger. Elle interrompt une grossesse, elle prénomme sa seconde fille Traute comme l'une des maîtresses de son mari. « Cela devrait te plaire, lui dit-elle. » Les lettres retracent l'amertume des dernières semaines de la guerre. Toujours anglophile, Charlotte imagine un nouvel allié dans la bataille contre les redoutables soviétiques. « J'espère que les Anglais en auront assez et se joindront à nous, écrit-elle. Il y a un obstacle cependant, les Juifs, toujours impliqués, contaminant tout. Le 9 mai 1945, la guerre est finie. Otto est inculpé pour meurtre de masse et disparaît aussitôt. Son nom est dans les journaux reportoriés comme criminel de guerre recherché. Pour survivre, Otto doit s'appuyer sur Charlotte. Les rôles sont inversés. Un nouveau chapitre s'ouvre. L'évasion et la fuite requièrent de nouveaux amis et alliés au Vatican et au-delà. Les documents de Charlotte fournissent des détails secrets sur la fuite d'Otto. L'histoire de la filière se dessine. L'amour rend aveugle. Au fil du temps, il transforme la perception de la réalité, puis la réalité elle-même. Comme moi, Horst était né dans une famille de silence. Quand la guerre s'acheva, il, le préféré de Charlotte, fut protégé, nourri et aimé. Et on lui enseigna que son père était un homme droit et bon. Je suis si reconnaissante qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui aient des choses positives à dire sur mon mari, disait sa mère, Amélie Wiedemann. Je ne veux pas que mes enfants pensent qu'il est un criminel de guerre qui a assassiné des milliers de juifs. Horst, lui non plus, ne veut pas le croire, même s'il sait que les faits racontent autre chose. Ensemble, lui et moi, nous nous sommes tenus devant le lieu d'une exécution de masse, près de Lviv. Horst et moi sommes liés par un sentiment de dislocation et à des événements lointains dans le temps et l'espace. Nos points de départ étaient différents, des points de vue opposés sur une histoire partagée. Pourtant, nos chemins se sont croisés et nous arrivons à un point final. C'est une curieuse valse, un mouvement constant, un duo dans lequel chacun cherche à mener et à persuader l'autre. Ce qui émerge, ce sont des secrets et des questions, de mensonges, de justice et d'amour.